Si vous êtes un citoyen fortuné dans un état mafieux, quand pensez-vous qu'il est temps d'envoyer votre chef de la mafia en exil confortable, de préférence au milieu de nulle part? Pour les oligarques russes, le moment d'agir contre leur chef pourrait arriver bientôt. Lorsque la guerre en Ukraine a débuté, les experts occidentaux espéraient qu'une défaite militaire et les sanctions économiques inciteraient l'élite fortunée russe à agir contre Poutine. Même si la Russie est une dictature, les dictateurs doivent garder leurs partisans satisfaits. Dans les premiers jours après la mise en place des sanctions, comme sur le système financier Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, la monnaie russe, le rouble, s'est effondrée et l'économie russe a rétréci d'environ 1,2% en 2022. En 2023, la Russie a rebondi en exploitant de nouvelles relations commerciales énergétiques avec la Chine, l'Inde et la Turquie, qui profitaient des prix avantageux pour le pétrole et le gaz russe. La croissance en 2023 était d'environ 3,6%. La Russie a également connu une croissance de 4,7% lors des 2 premiers trimestres de 2024. Le rouble, quant à lui, s'est redressé de son plus bas niveau de 142,6 pour un taux de change avec le dollar américain le 7 mars 2022. Malgré ne pas avoir récupéré durablement au niveau d'avant-guerre, il s'en rapprochait généralement tout au long de 2024. La croissance économique de la Russie et les gains progressifs sur le champ de bataille ont suffi pour que Poutine soit réélu président de la Russie plus tôt cette année, avec un tout à fait légitime 88% des voix, commodément le plus élevé qu'il ait jamais reçu lors des 5 fois où il a brigué le poste. Il est à noter que Kim Jong-un, de Corée du Nord, le nouveau meilleur ami de Poutine, organise aussi des élections cérémonielles. L'élection russe a eu lieu lorsque le moral ukrainien et l'aide étrangère étaient au plus bas, et les pénuries de munitions à leur apogée. Mais les choses ont considérablement changé depuis lors. L'Occident a renforcé son soutien militaire et assoupli certaines restrictions sur l'usage par l'Ukraine d'armes à longue portée, comme les missiles Storm Shadow et le système de missiles tactiques de l'armée de terre, contre des cibles en territoire russe. Il y a plus. Les pertes russes ont explosé pendant l'été, alors que les nouvelles armes et munitions ukrainiennes rendirent ces tactiques de broyeurs à viande encore plus coûteuses. L'armée russe a énormément souffert dans sa progression difficile à l'est de l'Ukraine. L'Ukraine a infligé 70 000 pertes entre mai et juillet, soit environ 1000 par jour, et environ 1/10 du nombre total de morts et de blessés que la Russie a subi pendant toute la guerre. Malgré ces pertes, Poutine n'a pas émis un autre ordre de mobilisation, bien qu'il ait désespérément besoin de plus de main-d'œuvre. Il comprend probablement que ce serait excessif même pour lui. La plupart des soldats sur le front proviennent des populations les plus pauvres, minoritaires et périphériques de Russie. Cependant, ces régions ont déjà subi de lourdes pertes et sont sous pression car beaucoup d'hommes en âge de faire le service militaire ont déjà été recrutés. Un nouvel ordre de mobilisation devrait avoir une portée plus étendue. L'équipe devrait inclure des hommes de Moscou et Saint-Pétersbourg, les plus grandes villes russes. Les élites de Russie pourraient être en mesure d'ignorer la destruction des populations, en âge de servir dans l'armée en dehors du cœur européen de leur pays, mais elles ne sont pas prêtes à assumer elles-mêmes les coûts de la guerre. Poutine comprend cela, et a pris grand soin d'éviter de transférer les coûts de la guerre sur les populations aisées de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Cette politique l'a contraint à être créatif pour trouver de la main-d'œuvre. Ces méthodes ont inclus le recrutement de troupes étrangères d'Afrique, la coercition d'étudiants étrangers, étudiants en Russie, pour s'inscrire au service militaire, sous peine d'expulsion ou d'emprisonnement, et même le trafic d'êtres humains, où des agents russes trompent des hommes d'Inde et d'autres pays d'Asie du Sud en acceptant de faux emplois qui nécessitent ensuite un service militaire. Les élites de Russie étaient d'accord avec tout cela, mais quelque chose a changé en août, quelque chose qui a provoqué l'effondrement de la valeur du rouble à nouveau. Quelque chose qui les a exposés aux conséquences de la guerre. Le 6 août, l'Ukraine a entamé une incursion dans la région russe de Koursk. Les conscrits inexpérimentés gardant les frontières, démunis, se sont rendus. Les fortifications censées entraver le mouvement des troupes ennemies se sont révélées inefficaces. L'inutilité des fortifications supposément similaires à celles qui avaient réussi à stopper l'offensive de l'Ukraine à Zaporizhia en 2023 est probablement due au fait que le travail a été mal fait. Cette fois-ci, des officiers russes corrompus ont pris l'argent alloué pour eux-mêmes. Le résultat était une construction médiocre. En mai 2023, des combattants russes pro-ukrainiens ont occupé brièvement la région frontalière de Belgorod pendant plusieurs jours avant de se retirer. L'incursion à Belgorod a exposé les faiblesses des défenses frontalières russes et semé le chaos sur le front intérieur du pays. Malgré cela, la Russie semble l'avoir ignoré, pensant que cela ne se reproduirait pas.
L'Ukraine a profité de cette croyance, et a décidé de lancer une incursion beaucoup plus grande maintenant. L'offensive dans les régions de Koursk et de Belgorod a vu l'Ukraine occuper beaucoup plus de territoire en Russie. L'avancée territoriale en Russie a aussi étendu la portée des armes ukrainiennes. Bien qu'elle ne puisse pas utiliser les ombres de tempête et les attaques, avancer a permis aux armes à courte portée de l'Ukraine d'atteindre de nouvelles cibles. Cela donne aussi à l'Ukraine un territoire pour lancer d'autres attaques de drones, parfois à longue portée. L'Ukraine a acquis une grande expérience dans le lancement d'attaques de drones contre des cibles clés en Russie. En juin, une attaque de drone a endommagé un précieux jet de combat Su-57 russe. L'Ukraine a aussi attaqué Moscou. Les attaques ukrainiennes, en territoire russe, visent désormais des cibles de plus grande valeur stratégique. Longtemps victime des attaques de la Russie sur son infrastructure énergétique civile, l'Ukraine a donné à la Russie un avant-goût de sa propre médecine le 1er septembre 2024. Des drones ukrainiens ont frappé une centrale électrique près de Moscou cette nuit-là. L'Ukraine a aussi capturé ou visé des dépôts de pétrole et raffineries. Ces sources d'énergie sont cruciales pour la vie civile et l'économie russe, dont elles constituent l'épine dorsale. Le pétrole et le gaz représentaient 22,4% des exportations russes en 2021 et 30 à 50% de son budget fédéral au cours de la décennie précédant la guerre. Les dommages aux installations ont causé la chute du rouble suite à l'incursion de l'Ukraine. Les attaques sont arrivées à un moment inopportun pour la Russie. Il va bientôt faire froid là-bas, et Poutine devra s'assurer que l'électricité reste allumée pour chauffer les maisons. Un hiver rigoureux à Moscou dû aux attaques ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes créera certainement davantage de mécontentement dans le pays. Poutine peut être prêt à perdre plus d'1 million d'hommes pour atteindre ses objectifs en Ukraine, mais comme nous le savons maintenant, il n'est pas prêt à soumettre les résidents de Moscou et Saint-Pétersbourg aux effets durs de la guerre, directement ou indirectement. Exposer l'élite de Moscou au coût de la guerre est donc un des buts de l'Ukraine. Le président Zelensky a demandé l'autorisation d'utiliser des missiles à longue portée contre des cibles militaires près de la capitale russe dans le cadre d'attaques de démonstration. Pour rendre les choses encore meilleures pour l'Ukraine, le territoire russe, qu'elle détient maintenant, peut être utilisé comme une base relativement sûre pour lancer ses attaques. Cette zone est relativement sûre car Poutine ne peut pas facilement la bombarder. Cela revient à attaquer les civils de son propre pays. Il est possible qu'il ne se soucie pas d'attaquer des civils dans d'autres pays comme l'Ukraine et la Syrie, mais lorsque son pouvoir est menacé, il n'est pas prêt à faire ce geste. Poutine pourrait aussi avoir une autre préoccupation. Le 28 juillet, il a assisté à un défilé naval à Saint-Pétersbourg. L'Ukraine aurait eu les connaissances et les moyens de l'assassiner ce jour-là, et Zelensky a mentionné en novembre dernier que si l'occasion se présentait, l'armée de son pays avait tout à fait le droit de la saisir. Les Ukrainiens auraient cependant besoin d'armes américaines pour accomplir cette tâche. Washington a refusé cela, apparemment après un appel du nouveau ministre russe de la Défense, Andrei Belyasov, au secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin. Néanmoins, l'Ukraine a aussi divulgué cette information, prouvant sa capacité à riposter à l'invasion russe. Poutine a dû redéployer les troupes des territoires occupés dans l'est ukrainien. Il a déplacé des systèmes de défense aérienne de la ligne de front vers Moscou, le Kremlin et Sotchi, où il possède une résidence de vacances, a-t-il dit Ali. La Russie pourrait subir sa plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale, mais au moins il se sent en sécurité. Pour empirer la situation russe, des chars occidentaux étaient en première ligne, lors de l'incursion à Koursk et Belgorod. Les puissances occidentales continueront à fournir des armes à l'Ukraine pour mener l'offensive, loin de décourager leur utilisation de cette manière. Ne pas utiliser d'armes occidentales contre des cibles en Russie était l'une des dernières conditions que le président français Emmanuel Macron a qualifié de tabou plus tôt cette année. Ce tabou pourrait aussi commencer à se briser maintenant. L'Occident a investi des ressources diplomatiques, militaires et financières majeures en Ukraine. L'abandonner maintenant qu'il est en Russie serait difficile sans perdre la face et en encourageant d'autres pouvoirs autoritaires comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. L'offensive ukrainienne en Russie vise non seulement à humilier Poutine, mais aussi à convaincre les alliés occidentaux d'assouplir les restrictions sur l'utilisation d'armes à longue portée. Jusqu'à présent, ces demandes n'ont pas été accordées, et l'idée d'utiliser des missiles à longue portée contre des cibles dans la région de Moscou reste un rêve ukrainien. Toutefois, avec les opérations ukrainiennes en Russie, ces tabous pourraient se briser d'eux-mêmes, un fait dont l'Ukraine est probablement consciente. L'offensive en Russie a aussi affaibli la position internationale de Moscou. Fin août, avant la journée de l'indépendance de l'Ukraine, le président Zelensky a accueilli le premier ministre indien, Narendra Modi. Cette réunion était très importante, car en juillet, Modi a décidé de visiter Moscou,
au lieu de Washington, lors du sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, un geste qui a suscité de vives critiques internationales. On a même vu Modi embrasser Poutine. Cependant, l'attaque ukrainienne en Russie a peut-être commencé à changer ses calculs. En Ukraine, Modi a exprimé son souhait de jouer un rôle personnel dans la négociation d'un accord de paix. Il a informé Zelensky qu'un mois plus tôt à Moscou, il avait dit à Poutine que le conflit ne pouvait pas être résolu militairement. À la fin du sommet, Zelensky a remercié Modi pour son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Modi a répété un sentiment similaire peu de temps après. C'était significatif car en juin, l'Inde a participé à un sommet de paix multilatéral en Suisse. Lors de ce sommet, l'Inde n'a pas signé un communiqué conjoint qui soulignait le droit à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de tous les autres États. Alors que le mois d'août se terminait, Zelensky espérait profiter des liens renforcés. Il a suggéré un sommet en Inde, avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. L'Inde a été réticente à s'engager avec l'Ukraine tout en excluant la Russie. Mais un porte-parole du gouvernement de Modi n'a pas exclu l'idée d'un autre sommet bilatéral. Modi continue d'insister sur le fait qu'il souhaite personnellement jouer un rôle constructif dans le processus de paix. Le renforcement des liens entre l'Ukraine et l'Inde nuirait considérablement à la Russie. Les achats indiens d'énergie russe ont été cruciaux pour empêcher l'économie et la monnaie de ce dernier de s'effondrer. En juillet 2024, au moins, l'Inde a dépassé la Chine en tant que plus grand acheteur d'énergie russe. C'est une relation que la Russie peut se permettre de voir se détériorer. Il n'est probablement pas anodin que le rouble ait chuté quand Modi a soutenu l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Une réaction trop agressive contre l'incursion ukrainienne pourrait également compromettre le partenariat stratégique crucial de la Russie avec la Chine. La menace potentielle de Poutine d'utiliser des armes nucléaires, qui a dissuadé certains dirigeants occidentaux de fournir à l'Ukraine tout l'équipement demandé, apparaîtra de plus en plus comme une menace creuse tant que les troupes ukrainiennes occuperont le territoire russe. La Chine a souligné qu'il ne faut jamais utiliser d'armes nucléaires dans le conflit. L'Ukraine et l'Occident ont longtemps été mécontents de la Chine pour son attitude passive en ce qui concerne la guerre, mais c'est la seule politique cohérente qu'elle a maintenue depuis le début de l'invasion. Parce que la Russie dépend des achats d'énergie chinois et des pièces pour son matériel militaire, elle ne peut pas se permettre de s'aliéner Pékin. La démonstration continue de l'Ukraine qu'elle peut tenir le territoire en Russie, en gagner davantage, et frapper les deux centres de population les plus précieux de la Russie, fait plus chaque jour pour effacer les soi-disant lignes rouges que Poutine a tracées. L'Ukraine sait qu'elle peut le faire, car la Russie ne peut pas se permettre trop de menaces nucléaires, au risque de compromettre ses liens avec la Chine. L'Occident a possiblement sous-estimé l'habileté de Poutine à conserver le pouvoir. Il a tenu bon au début de la guerre, quand l'économie russe paraissait proche de l'effondrement. Il a continué à s'accrocher dans la seconde moitié de 2022, lorsque les forces russes avaient été chassées de la plupart des territoires conquis plus tôt dans l'année. Mais face à ces développements récents et signes de faiblesse, l'élite russe pourrait commencer à remettre en question leur loyauté envers leur dictateur. Le défunt Yevgeny Prigojine, ancien leader du groupe Wagner, a créé une certaine agitation en juin 2023, lorsqu'il s'est révolté contre Poutine et l'ancien ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu. Wagner a pris le contrôle du hub d'approvisionnement important de Rostov-sur-le-Don, avant de s'approcher de Moscou, et de reculer, grâce à un accord négocié par le dictateur biélorusse Alexander Loukachenko. Prigojine est décédé de manière opportune dans un accident d'avion quelques mois plus tard. La fin rapide de la mutinerie a renforcé le pouvoir de Poutine à court terme, mais il était étrangement absent pendant la crise. Cette absence et le besoin apparent de Loukachenko de mettre fin à la révolte pourraient avoir semé une graine de la faiblesse de Poutine dans l'esprit des élites dirigeantes de la Russie. Ces graines étaient dormantes lorsque la Russie semblait réussir, mais la situation a changé avec l'occupation continue de territoires russes par l'Ukraine. Cette nouvelle réalité entraînera des conséquences significatives sur les plans militaires, économiques et géopolitiques. L'incapacité à expulser rapidement les troupes ukrainiennes des oblasts de Koursk et Belgorod a signalé une faiblesse beaucoup plus grande de la part de Poutine qu'il y a un an, lorsque les contre-offensives ukrainiennes à Zaporijia et dans le Donbass étaient en panne. Avec l'Ukraine en territoire russe et le rouble à nouveau en difficulté, les signes de problèmes intérieurs se multiplient. Le premier signe est déjà apparu. George Sokrevski a fait les actualités le 14 août. Sokrevski était le leader d'une autre entreprise militaire privée russe appelée Paladin. Auparavant, il a servi dans le comité Gosudarstvennoye Bezopasnosti et l'armée soviétique. Durant cette période, il a pris part à des activités encore classifiées. Bien que moins célèbre que le groupe Wagner, l'unité Paladin possède des expériences similaires. Elle a protégé des objectifs stratégiques lors de missions en Afrique. En tant qu'ancien du comité Gosudarstvennoye Bezopasnosti et instrument fidèle de la politique étrangère russe, Zakrevski ne semble pas être du genre à trahir Poutine. Mais il a fait exactement cela, dans un appel à l'action le mois dernier.
Notre pays n'est pas seulement au bord du désastre, ou déjà juste à côté. Notre pays est déjà en difficulté, dans de gros problèmes. Des drones volent partout en Russie centrale, jusqu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. Les attaques avisent même le Kremlin. Notre flotte de la mer Noire est repoussée. La France est traitée comme un pays de troisième ordre plutôt qu'une grande puissance, sa flotte et sa force aérienne étant repoussées et pratiquement inopérantes. Nous sommes dans les mêmes positions que nous avons prises il y a plus de 2 ans, et en partie dans celles où nous nous sommes repliés. La population s'éteint, s'appauvrit, se noie dans l'alcool jusqu'à la mort. Personne ne se soucie. Tout ce qu'ils ont le temps de faire, c'est d'accueillir des migrants. Et tout cela a été fait par le soi-disant grand président Poutine. Après une longue dénonciation des officiers corrompus et incompétents de l'armée russe, Zekrevski a conclu « À ceux qui sont dans les tranchées, vous savez très bien quel genre d'indécence se passe là-bas en ce moment. Vous connaissez très bien les visages qui se moquent de vous et de vos proches. Nous invitons chacun à adhérer à notre syndicat pour préserver notre nation. » Zekrevski a pris un gros risque en dénonçant Poutine, et encore plus en lançant un appel à l'action contre lui. Ces paroles, largement diffusées parmi les élites russes, reflétaient probablement les sentiments partagés en privé par certains de ses pairs dans les sphères militaires et civiles. La Russie est un pays avec une histoire de changement de régime à la suite de guerres qui ne se passe pas bien. La défaite dans la guerre russo-japonaise a failli renverser le tsar Nicolas II. Lors de la Première Guerre mondiale, l'effondrement du front russe a provoqué 2 révolutions qui ont mené à la prise du pouvoir par les bolcheviks. Poutine fait face à un dilemme historiquement rencontré par les tyrans au pouvoir. Ils emploient des méthodes impitoyables pour obtenir et garder le pouvoir, ayant souvent recours à des alliés sans scrupules, intéressés par la survie du régime. Cependant, l'homme à la tête de ce régime ne peut assurer sa propre survie qu'en répondant à ses intérêts. S'ils estiment que leurs intérêts ne sont plus servis, les gangsters se retourneront contre leur patron, qui espérera que la retraite confortable sera la pire chose qui lui arrive. Plus l'Ukraine continue de détenir du territoire en Russie, plus il est probable que les choses tournent mal pour Poutine bien au-delà des lignes de front. Augmenter les réserves militaires entraîne plus de victimes et une demande accrue de main-d'œuvre en Russie, qui ne peut être comblée que par davantage de conscription, le retrait de troupes d'Ukraine, ou les deux. Les victoires ukrainiennes et les revers russes accroissent les chances que l'Ukraine utilise des armes occidentales contre des cibles militaires proches de Moscou et Saint-Pétersbourg. Les dirigeants occidentaux, réalisant de plus en plus que les menaces de Poutine sont du bluff. Pendant ce temps, les signes croissants de faiblesse russe augmentent la probabilité que des États autrefois favorables à la Russie, comme l'Inde et la Chine, réévaluent leurs intérêts. Plus toutes ces choses tournent mal en même temps, plus Poutine devient faible en interne. À un certain moment, la machinerie qui le maintient au pouvoir décidera qu'elle perd plus qu'elle ne gagne. Il est peu probable que l'Ukraine puisse vaincre la Russie de manière décisive sur les champs de bataille de l'Est de l'Ukraine, et vice-versa. Mais toutes les guerres sont avant tout des affaires politiques. Si Poutine perd le pouvoir politique, l'Ukraine gagne. Il semble que les Ukrainiens aient calculé que c'est leur meilleure stratégie, et aient agi en conséquence. Si quelques semaines de présence en Russie suffisaient pour faire tomber un domino du régime, Kiev pourrait être optimiste quant à des gains plus larges pour chaque pouce de terrain pris en sol russe. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite en Russie, alors que l'Ukraine poursuit ses opérations à Koursk et Belgorod ? Quelles conséquences militaires, politiques, économiques et diplomatiques sa présence continue là-bas entraîne-t-elle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts. Regardez maintenant l'effondrement de l'armée russe ou cliquez sur cette autre vidéo.